Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des conférences de la maintenance qui sont organisées sur le CPEM depuis déjà le mois de janvier. On a commencé les conférences, le cycle de conférences à Rouen en janvier dernier, on a suivi par Colmar et aujourd'hui c'est la 3e édition à Avignon. Alors aujourd'hui déjà je me présente, je suis Olivier Guillon, rédacteur journaliste du magazine Production Maintenance que vous avez Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons qu'une démonstration va débuter à 10h30 animée par la société Tente sur le thème de la roulette motorisée adaptable sur chariot. Une démonstration à 10h30, stand F20 dans le hall A. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui nous allons parler précisément de transformation digitale et de maintenance connectée. C'est évidemment un sujet très en vogue aujourd'hui, notamment lié à l'Internet des objets, évidemment plus globalement à l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, ce qui est un thème qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, en réalité, on ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit, surtout quels sont les liens qu'on peut appliquer à cette industrie 4.0 et quels sont les liens qu'on peut appliquer à la maintenance. Donc, les métiers de la maintenance, ici, nous avons deux personnes éminentes, évidemment. Déjà, Olivier Pierlot, responsable services et solutions chez Rockwell France, et une autre personne de Rockwell Automation, Rockwell Automation France, donc Bruno Barbanson, consultant spécialiste de l'asset management. Alors, si Bruno et moi, nous avons la même chemise, ce n'était pas fait exprès, je n'ai pas d'action chez Rockwell Automation. Et eux-mêmes vont vous parler de maintenance connectée, d'une approche de transformation digitale. Vous en parler évidemment de manière très indépendante, hein, vous parler de cette approche-là de manière indépendante et je vais dire basée sur une expérience industrielle. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Olivier Pierlot et Bruno Barbanson. Sur le thème de la transformation digitale et la maintenance connectée. Une conférence animée par la société Stratégique Maintenance à 10h30 à l'espace conférence situé dans le hall A. Merci. C'est notre introduction. Vas-y. Je voulais d'abord vous remercier d'être là. Ça marche? Vous m'entendez? Vous remercier d'être là. C'est un des thèmes de la digitalisation, de la maintenance connectée, où c'est probablement votre domaine de compétences ou d'environnement de travail. À quoi ça sert en fait de digitaliser, d'être dans le numérique, de faire en sorte d'être de plus en plus performant, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde qui lui est global, avec des pays, comme vous le savez, qui ont des coûts de production extrêmement bas, où les opérations sont plutôt manuelles, et qui finalement arrivent à nous prendre des parts de marché sur un certain nombre de domaines de production. Et notre objectif, c'est de maintenir nos emplois, c'est de développer, c'est de faire en sorte que nos enfants aient des jobs. Donc on peut avoir peur de la digitalisation, mais la digitalisation, elle est là pour normalement nous aider à avoir toujours un niveau de production et de technologie, d'être toujours en avance, de façon à pouvoir nourrir nos familles et évoluer dans la vie comme on l'entend. Donc c'est pas quelque chose de négatif, la digitalisation. La seule chose, c'est qu'il faut l'utiliser à bon escient. On va vous expliquer pour la partie maintenance comment on peut l'utiliser de manière effective et comment ça va nous aider à nous à être plus performants sur la productivité, la performance de notre entreprise et donc l'évolution de notre société. Bonjour. On va commencer par d'abord par... Grosso modo, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va essayer de vous exposer dans cette petite demi-heure qui va durer? On va exposer un peu ce que c'est que l'entreprise connectée, des concepts de fond. Et tout doucement pour arriver à la maintenance connectée. Comment on passe de l'entreprise à la maintenance connectée? Comment ça peut se mettre en œuvre et quelles sont les différentes approches possibles? Ce n'est qu'un état de fait à ce que l'on connaît aujourd'hui. On n'a pas la prétention de digitaliser l'ensemble des activités, mais c'est un pas en avant. Et on va essayer de présenter ce qu'on a pu
réussir à faire jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas cité d'exemples concrets d'entreprises avec qui on travaille parce que ce n'est pas l'objectif. Cependant, Olivier Roy pourra vous parler d'exemples pratiques concrets de digitalisation dans différents usines. Donc, si on reprend sur une approche très holistique, au départ, une entreprise souhaite lancer, c'est ce que vous appelez les valeurs commerciales, souhaite lancer sur son marché le plus rapidement possible ses produits, pour avoir un coût de possession le plus bas possible, améliorer l'utilisation des assets autant que faire se peut, et tout ça en manageant tous les risques dus au process de fabrication, de maintenance, etc. Tous les challenges qui découlent de tout ça sont d'abord l'écart de compétences. On ne travaille pas sans avoir des gens dans nos usines, c'est des compétences particulières. On constate que le vieillissement des assets, toutes les usines vieillissent. On travaille avec énormément d'usines, en particulier l'industrie lourde, qui ont des assets très vieillissants, tout le temps fait pour prolonger la vie de ces assets. Efficacité opérationnelle des pensées méros, donc ça doit vous parler. Autre challenge, c'est tout ce qui est environnement et tout ce qui est conformité réglementaire, donc de plus en plus contraignant. Un autre challenge qui démarre de plus en plus aussi, c'est tout ce qui est attaque, cyberattaque, introduction d'un tiers dans un réseau industriel. Et à la fin, cette fameuse convergence IT-OT qui doit intégrer la technologie, qui fonctionne en tout. Donc, grosso modo, à partir de ces valeurs, voici tous les challenges que la digitalisation doit relever. La convergence IT-OT, ça vous parle? OT, c'est en gros l'informatique industrielle de production, et IT, c'est l'informatique en général, on va dire. Et la digitalisation, l'industrie 4.0 dont on entend parler, la Connected Enterprise, si on parle de Rockwell Automation, c'est la connexion, la capacité de connecter la partie IT et la partie OT de façon à échanger de l'information et être donc, je dirais, en live entre la partie administrative et informatique et la partie production. Donc cette convergence ne se fait pas tout seul, c'est pas quelque chose d'inné, spontané. Il va falloir mettre en place la structure, l'organisation, les outils pour pouvoir permettre cette convergence IT-OT, et ça fait partie des challenges industriels aujourd'hui. En particulier, quand vous avez des équipements qui sont vieillissants, généralement la technologie d'automatisme ou la technologie d'information, de données qui est associée à ces équipements qui sont vieillissants, elle n'est pas tellement compatible avec ce qui sort en informatique classique aujourd'hui. Donc il va falloir mettre tout ça à niveau et faire en sorte de connecter tout ça. Merci Olivier. Donc on va commencer rapidement par, c'est pas très aligné, sur ce que le premier topic, on ne va pas tous les balayer un par un, ce serait trop long, mais sur la mise sur le marché le plus rapide possible d'un produit fabriqué par une industrie. On va tâcher de définir un peu quels sont les différents leviers dont on dispose pour accélérer cette mise sur le marché. Définition des flows jusqu'à l'information rationalisée, accessible. Quel est le rôle de chaque levier et surtout, à quoi faut-il faire attention? Quels sont les risques associés? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on risque d'être beaucoup trop long. Mais c'est grosso modo l'approche que l'on a par rapport à tous les challenges dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième challenge qui est connu de tous les mainteneurs, c'est le coût de possession. Donc le coût de possession, qui intervient dans le coût de possession? La finance, les achats, l'ingénierie, les opérations, évidemment, depuis le design jusqu'au remplacement des assets. Et ce qui nous intéresse, nous, là, aujourd'hui, c'est toute la partie donc, TCO sur la partie maintenance. Donc la maintenance sur la fiabilité, qui est maintenant à peu près connu de tout le monde, la Lean Maintenance Operation Function et tout ce qui est la logistique de la maintenance, tout ce qui est spare part, tout l'achat des pièces de rechange, et de tout ce qui est associé à la supply chain des pièces de rechange. Est-ce que c'est clair? Après le TCO,
Donc, si on regarde en détail, donc on a vu que le TCO c'est essentiellement basé pour le mainteneur, c'est basé là-dessus, avec un point important sur la modernisation et le remplacement. Quel est le... Juste le TCO, le coût total de possession. Je pense que vous connaissez, mais on va rappeler quand même. Pardon. Donc, je me reconnecte. Oui, quand on parle de digitalisation, effectivement, on va effectivement avoir des problèmes de modernisation, puisqu'on travaille sur des équipements qui sont vieillissants. Comment on va pouvoir connecter des équipements vieillissants, parfois obsolètes, avec un réseau qui est ce qu'il est? Comment on va y arriver? Donc on continue sur le troisième point, l'amélioration de l'utilisation des assets. Je n'invente rien, ça tous les mainteneurs qui sont dans le métier savent qu'il faut réduire les dépenses, diminuer le stock d'inventaire, diminuer les coûts du MRO, supprimer les temps d'arrêt, améliorer les cadres. C'est les motifs de tout le monde. On n'invente rien. Par contre, ce qui va être important, c'est que comme ce sont des données clés qui ont pour objectif d'améliorer la performance, il va falloir les relier. Donc il y a bien des datas qu'on va devoir tirer de chaque partie de ces 5 pavés. Donc déjà, il faut penser à toutes ces données clés, comment on va pouvoir les relier à un système digitalisé qui va pouvoir nous donner quelque chose. Management des risques. Donc on l'a dit tout à l'heure, dès qu'on digitalise, dès qu'on installe un réseau, le premier risque, c'est la cyberattaque. Donc, comment définir une architecture de réseau qui nous permette de faire face à ça et d'empêcher tous les firewalls qu'il faut pour empêcher quelqu'un d'étranger, en tout cas de non autorisé, à accéder à mes données. Le deuxième risque, c'est une perte de productivité. Parce que quand on va installer des systèmes digitalisés, jusqu'où ma flexibilité peut-elle aller avec cette digitalisation? Alors on a toujours le réflexe, je me débrouille mieux avec mon petit carnet, ça marche mieux. Quand c'est automatisé, on se pose la question, est-ce que je perds pas en flexibilité? C'est un risque. On a le risque de non-qualité, donc il faut bien qu'on traque la qualité à chaque étape de l'opération. C'est fait, bon, je ne sais rien, ça dépend des usines. Et un point qui est très important, c'est la perte de compétences, parce que si on commence à parler de digitalisation, de 4 points d'usine, d'industrie 4.0, tout ce qu'on va dire, il y a forcément un gap de compétences à combler. Dès qu'on installe une nouvelle technologie, il va falloir former les gens, les traîner sur comment on l'installe, comment ça se dépanne, comment on peut s'en servir. On a vu dans le passé, il y a 20 ans, il y avait le gourou de la technologie numéro 1, le gourou de la technologie numéro 2, c'était pas les mêmes personnes, chacun avait ses compétences, avait son expertise, et on avait des services maintenance qui étaient quand même plus étoffés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif de la maintenance, c'est finalement de gérer la maintenance de premier niveau, parfois la deuxième niveau, mais l'expertise va chez soit les constructeurs, comme nous, soit sur des sociétés tierces qui sont là en support, en maintenance, je dirais un peu pompier, dans le cadre d'expertise bien particulière. C'est effectivement un risque, la perte de compétences. Maintenant, si ça fait partie d'une façon de faire, c'est-à-dire d'organiser l'entreprise avec différents niveaux d'accès, y compris des niveaux d'accès à travers les réseaux, d'où la nécessité d'avoir des architectures designées pour éviter les problèmes de cybersécurité. Si on peut accéder à distance avec des gens qui sont plus que des experts, mais qui sont les fameux gourous, mais qui sont chez les constructeurs comme nous, par exemple, finalement, ça résout le problème. Et ça reste compatible dans le temps à une maintenance extrêmement rapide. Donc ça fait effectivement partie du management des risques, sauf qu'il va falloir, j'allais dire, ouvrir ses chakras en autorisant l'accès à distance. Et ça doit faire partie d'un projet d'entreprise, évidemment. Ça ne peut pas être le responsable de maintenance dans son coin qui va décider de connecter ses équipements à une société tierce à l'extérieur. Ok. Ça, on a vu très rapidement, globalement, quels sont les challenges de la digitalisation, comment on peut voir les choses, quels sont les paramètres clés essentiels. On va passer maintenant au fait maintenance, à la réalité du quotidien.
beaucoup d'exemples, beaucoup de chiffres qui sont là, viennent du WCM, je ne sais pas si vous connaissez, World Class Manufacturing Association, où beaucoup d'industries, de plus en plus, adhèrent à ce genre de programme qui est un programme international. Toutes les entreprises adhèrent, en général. C'était la mode à un moment donné du center maintenance, après on est passé au lean, après on est passé à tout ça. Maintenant on passe au WCM, on rajoute des couches sur des méthodes de travail. Je dis pas que c'est mauvais. Donc l'effet de maintenance, tous les mainteneurs savent qu'il y a une énorme pression sur tout ce qui est disponibilité et fiabilité. Deuxième pression, Olivier en vient de parler, c'est la disparition des compétences. On constate partout en Europe que beaucoup d'industries perdent leurs compétences, départ à la retraite, plans sociaux un peu bâclés, etc. Donc il y a une disparition des réelles compétences sur site. Les matériels utilisés, tous les assets, sont de plus en plus âgés, ça vieillit, c'est partout. L'investissement industriel n'est pas évident. Donc on a des assets qui vieillissent et qui sont de plus en plus obsolètes. Nous, on rencontre dans la partie purement automatisme des cas d'obsolescence en système électronique qui sont catastrophiques. Sans donner le nom, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui se sont trouvés avec des automates en rack obsolètes, parce qu'obsolètes, impossible de faire quoi que ce soit. C'est des automates qui régissaient l'ensemble des accès aux salles blanches. C'est un peu gênant. Donc c'est des faits du quotidien, c'est pas du... Autre point après, c'est plus on installe de digitalisation, plus on installe ce genre de choses, plus on a une complexité dans les réseaux, dans les systèmes de contrôle, dans les systèmes de protection, dans les systèmes d'automatisation en général, c'est de plus en plus complexe. Oui, les gens pensent que le fait de numériser, c'est plus simple. Mais en réalité, ça nécessite des technologies et des connaissances qui sont des connaissances presque proches de l'informatique, dans certains cas. Et quand on commence à parler d'utilisation des big data, etc., on est dans des modèles de données, des modèles mathématiques qui ne correspondent pas forcément au métier qu'on avait au départ quand on faisait de la maintenance. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le fait de rendre les équipements de plus en plus intelligents génère finalement plus de complexité. Alors que normalement, on pourrait supposer qu'ils vont nous simplifier la vie. Donc, un des objectifs de la digitalisation de la maintenance et de la maintenance connectée, c'est justement de simplifier la vie des mainteneurs en leur donnant de l'information contextualisée. Globalement, worldwide, enfin en Europe, le coût des arrêts non programmés s'élève à peu près 20 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur, c'est une étude à la fois de la WCM, de World Class Manufacturing Association, et de Arc Advisory Group, qui est une entreprise qui réalise des études et des enquêtes dans l'industrie, 90% dans l'industrie. Donc ça donne un peu une idée de l'argent qui est perdu, en tout cas qui n'est pas valorisé. Si on analyse ça en temps passé, on voit que pratiquement la moitié du temps est passé à trouver la bonne ressource pour résoudre le problème. Sachant qu'on a passé un quart du temps à peu près à diagnostiquer. Entre la longueur du diagnostic et surtout le temps de trouver la ressource, on perd 20 milliards de dollars. C'est comme ça, ce sont des faits. Toujours pareil, la WCM préconise, et la WCM est constituée quand même de certains nombres d'industries, préconise que l'idéal, le rêve, le grand rêve, c'est d'avoir 15% de réactif. Uniquement de passer ça. Je ne sais pas dans vos industries combien de temps vous passez en réactif pur et dur, je ne sais pas, mais regardez un peu, est-ce que vous êtes autour de cette valeur ou Alors, la maintenance digitale ou la transformation digitale de la maintenance, l'objectif n'est pas de supprimer la maintenance, parce qu'on aura toujours besoin de la maintenance. La seule chose, c'est de faire basculer quelque part la balance entre le réactif qui est subi d'un point de vue coût, d'un point de vue temps pour dépanner, d'un point de vue contrainte de production,
vers quelque chose de plutôt organisé, programmé, de façon à pouvoir, je dirais, maîtriser mieux ses flux et ses productions. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est ce que je disais au tout début, l'idée c'est pas d'aller contre la maintenance, c'est au contraire d'utiliser la maintenance à bon escient et de la valoriser plutôt que d'être dans des situations qui sont toujours des situations réactives de crise. Au stand H18, pôle A, merci. Ok. Voici quelques exemples de... Bon, c'est les meilleurs de la classe, hein, effectivement, mais sur des performances atteintes en moyenne par certaines industries. Sur les temps d'arrêt, oui, les coûts de maintenance, c'est la rentabilité des assets. Ce sont des chiffres moyens. Ce sont des entreprises qui sont passées de la maintenance traditionnelle à une maintenance digitalisée. Il y a toujours le mécanicien à la fin qui va changer la chaîne, c'est évident. N'empêche qu'en mettant en place cette digitalisation, voici en moyenne les performances ont été atteintes. Ce sont les meilleurs de la classe, hein, c'est sûr. Je vous engage à comparer par rapport à vos valeurs chez vous, dans vos industries, dans vos entreprises, voir un peu, est-ce que ça correspond ou pas? À vous de voir. À vous de voir. Alors c'est une démarche qui est intéressante à faire, on en parlera plus tard, c'est est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la digitalisation ou pas? On le fait ou on le fait pas? Si je regarde l'information simplement des coûts de maintenance, il y a une pression énorme sur les OPEX aujourd'hui, c'est-à-dire que les entreprises cherchent à réduire de plus en plus leurs coûts de maintenance. Souvent, ils prennent les mauvaises décisions, c'est-à-dire que le coût de maintenance, c'est on supprime finalement, on ne remplace pas les gens qui partent à la retraite. C'est pas là-dessus qu'on va gagner le plus. On va gagner le plus sur les temps d'arrêt, essentiellement sur le gain de productivité, ou sur la souplesse de production. Et donc, réduire de 13% les coûts de maintenance, ça permet de réaffecter ce temps-là pour faire des choses différentes. C'est vraiment ça l'idée. Donc ça, ce sont des résultats à peu près. Quels sont les objectifs? Maintenant, quand on veut digitaliser, quels sont les objectifs essentiels? On va revenir un peu sur ce qu'on a dit, mais ça permet de recentrer les choses. Donc, l'utilisation de maximiser l'utilisation des automates, et c'est ça. L'objectif, c'est de limiter les temps d'arrêt. D'optimiser les assets, l'utilisation, la performance des assets, pas l'utilisation, mais la performance des assets. Réduire l'écart de compétences nécessaire. Faut-il investir dans une compétence de maintenance pour quelque chose qu'on fera 2 fois par an, ou 1 fois par an, ou 1 fois tous les 2 ans? À voir. C'est une question de coût et de balance. On l'a vu tout à l'heure, la moitié du temps est passée à trouver la bonne ressource. Donc, limiter ou éliminer le temps de résolution du problème. Comment on peut... C'est pas évident. Le préventif, dont on a fait des gorges chaudes pendant des années, c'est très bien. Maintenant, il faut passer au prévisionnel. C'est-à-dire comment on peut imaginer qu'une panne peut arriver quelque part. Donc là, on imagine que c'est aisément qu'il nous faut un très grand nombre de data et tout un système qui nous permet d'analyser. Donc on parlera d'intelligence artificielle plus tard. Et surtout, considérer la maintenance comme un changement technologique. C'est une autre approche, là c'est un changement de culture complet qui doit venir du top, du staff, jusqu'en bas. Comment on considère un service maintenance et non pas comme le service entretien des années 50. Là c'est un changement de culture complet. C'est pour ça que je rejoins ce que disait Olivier tout à l'heure, une digitalisation appliquée à la maintenance est un projet d'entreprise. C'est pas un service maintenance tout seul, même s'il en a envie, qui va pouvoir le mettre en place. Donc il y a du boulot. Comment ça peut se mettre en œuvre? On va commencer à rentrer dans un peu plus du concret. Oui, alors, il y a quand même quelques axes importants. C'est d'abord la priorisation. C'est-à-dire qu'un projet de maintenance digitalisée ou de Connected Enterprise, donc on va interconnecter l'ensemble des assets avec l'informatique, avec l'ensemble des périphériques autour des équipements. On ne peut pas tout faire d'un coup. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ça n'a pas de sens de dire on va faire un projet et du jour au lendemain on va transformer toute notre entreprise qui était considérée comme obsolète vers quelque chose de totalement connecté. Personne n'a les CAPEX ou même les OPEX pour faire ça. Donc ce qu'il va falloir c'est prioriser. Donc c'est se dire, d'abord c'est un chemin
vers la transformation digitale. On va commencer par prioriser les assets qui sont les plus critiques. Donc c'est là qu'il faut bien que ce soit un projet d'entreprise, parce que les gens de production vont être importants. C'est eux qui vont dire, attendez, si cet asset-là tombe en panne, ma production est arrêtée et je ne peux pas compenser par un autre type de production. Donc celui-là est critique, celui-là il doit être absolument central, j'allais dire, dans notre approche de maintenance plus réactive, plus efficace, etc. On a à gérer évidemment la qualité, c'est-à-dire que en gros, je peux avoir un asset qui n'est pas critique, mais s'il impacte directement la qualité des produits parce que l'injection du produit 3 avec la pompe doseuse, etc., fait que si à la fin ça s'injecte mal, eh ben, il y aura une mauvaise qualité de produit fini, même si l'asset n'est pas critique en tant que tel, parce qu'on en a plusieurs, si ça impacte la qualité à la fin, quand on utilise cet asset, c'est un problème. Donc ça, c'est vraiment des éléments, j'allais dire, c'est des marqueurs de la réflexion sur la digitalisation et sur les priorités. Après, il y a les risques. On a parlé des risques cybersécurité. C'est évident que quand on commence à connecter des équipements, quand on va vers la digitalisation, on va définir par exemple que, ce que disait Bruno tout à l'heure, bah finalement cette technologie-là, on n'a pas besoin d'avoir le gourou chez nous, mais par contre on va se mettre en connexion à l'extérieur, quelqu'un pourra accéder et pouvoir faire un diagnostic avancé en live. Ah oui, mais là, ça va forcément impacter. Donc il faut réfléchir directement à la cybersécurité d'emblée quand on commence à mettre en place un processus de maintenance digitale. Et puis, il y a également tout ce qui impacte la sécurité et l'environnement. On sait que c'est prioritaire, la sécurité humaine, la sécurité des équipements, bien sûr, mais humaine d'abord, et l'environnement, puisque c'est un des critères fondamentaux de nos sociétés modernes. Ne pas impacter l'environnement autour de l'usine. Donc ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte dans la réflexion. Et on va vite voir que c'est un projet d'entreprise de la maintenance connectée, la digitalisation, la transformation digitale de l'entreprise. Alors, quelles sont les données importantes pour mettre en place tout ça? Il va falloir qu'au départ, on sélectionne les bons data, c'est ce que vient un peu d'expliquer Olivier à l'instant. Par expérience, on sait qu'il nous faut un minimum 5 paramètres sur un asset. Je prends une pompe, par exemple, il faudrait, pour pouvoir envisager le prédictif dont on a parlé tout à l'heure, au moins 5 paramètres sur un process. Exemple, c'est mon capteur qui est obligé de prévoir une panne 2 semaines à l'avance. C'est-à-dire qu'on a équipé une pompe avec sa boucle, etc., une boucle, un tank, un réacteur, etc. On a équipé la pompe au moins de 5 capteurs. Et on a pu, avec les datas enregistrées, prévoir des pannes 2 semaines à l'avance. Ce qui est intéressant. On va dire ça comme ça, c'est quand même pas mal. Bien sûr, tous les autres datas nécessaires, c'est tout ce que l'on connaît bien aujourd'hui, rentré dans tous les CMS, hein. L'historique maintenance, tout ce qui est marqueur arrêt de production, les appels, les descriptions, les occurrences, les causes, etc. Tout ce que le service maintenance archive normalement à travers son bureau de préparation. Alors là, on introduit j'allais dire, un gros mot, entre guillemets, on va aller vers l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire on utilise des nouvelles technologies pour avoir un outil qui va nous aider à faire du prédictif. Et non plus du préventif simplement, on va faire du prédictif. Et donc là, il faut des outils nouveaux. L'intelligence artificielle, c'est idéal pour ça. Et ça va nous permettre de mieux analyser, de prévoir, d'informer, de contextualiser. Alors le côté contextualiser, c'est hyper important. Quand vous êtes un technicien de maintenance de premier niveau qui travaille en car, qui regarde un écran de supervision, ce dont il a besoin pour faire son métier de maintenance, c'est d'avoir exactement l'information contextualisée dans le contexte de production, liée aux éléments et aux capteurs qui lui ont donné les bonnes informations, combinées pour pouvoir lui dire il va falloir aller regarder le palier parce qu'il y a un problème sur tel palier qui chauffe depuis tel temps, et notre expérience, c'est que dans 2 heures, ça va s'arrêter. Donc c'est exactement ça dont on a besoin aujourd'hui
pour être plus réactif, parce que là c'est du concret. C'est-à-dire que lui il sait que quelque part il va falloir informer le responsable de prod que dans 2 heures son installation va être à l'arrêt, et donc il faut peut-être prévoir un arrêt programmé, pas lancer le deuxième batch, etc. etc. Donc c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'intelligence artificielle va nous aider à être plus fort et plus rapide, plus véloce. Donc on va pouvoir anticiper, on va pouvoir répondre, on va pouvoir surveiller, on va pouvoir, j'allais dire, auto-apprendre, et ça, on va développer un peu après. Et auto-apprendre, on va y aller après. Donc, on va passer, alors, l'écran est un peu petit, c'est dommage, mais bon, on passe d'une technologie pour avoir des résultats. La fameuse intelligence artificielle, bon, je suis d'accord avec Olivier, c'est un bien grand mot, c'est surtout des outils qui permettent d'analyser énormément de data très rapidement, chose que humainement on ne peut pas faire. Regardez bien, donc, je ne sais pas chez vous, dans chacun de vos industries, mais dans énormément d'entreprises, on constate une multitude de data, énormément. Combien sont réellement utilisés, combien sont réellement valorisés, quelle utilisation on en fait-on. Et si je reviens sur les choses encore plus pragmatiques, il arrive qu'on fasse on demande à un opérateur, à un technicien, à un ingénieur de faire telle ou telle opération. Est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'on utilise réellement l'ensemble des comptes rendus, de toutes les données dans ces comptes rendus? Moi j'ai des réponses personnellement, mais maintenant chacun de nous. Donc l'avantage de ce genre d'outil, c'est que ça prend en compte l'ensemble des données qu'on a bien voulu donner, qu'on a bien voulu rentrer. On va insister sur un point qui est important, puisque ça fait partie des bases de l'outil, c'est qu'est-ce que c'est qu'un agent? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est un outil, c'est un logiciel, c'est quelques lignes de logiciel qui, alors, je l'ai écrit clairement, je vais me répéter, à chercher des modèles de données associés à des modes de défaillance. Grosso modo, c'est un Sherlock Holmes, chez nous on l'appelait Sherlock, ça c'est pas pour rien. C'est un Sherlock qui va chercher effectivement à corréler les deux. Il faut savoir que quand on forme donc, ce logiciel, ce petit machin, ce petit agent, il est formé sur un modèle. Pour le moment, on ne sait pas le former sur plein de modèles différents. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui, on ne sait pas tout. Cet agent, il va alerter quand il y a une panne imminente, selon les datas qu'il a pu analyser, ou quand il y a une dérive par rapport à un process. C'est des machins qui sont, c'est des softs, des machins, j'appelle ça des machins, des petits qui sont complètement autonomes. Le type d'agent, un agent de panne, un agent d'anomalie. La panne typique et l'anomalie, c'est soit une dérive dans un process, par exemple. Voilà ce que c'est qu'un agent. Comment ça se met en œuvre? Donc on prend un process réel, celui-là. On va définir la limite d'équipement, effectivement. Qu'est-ce que l'on a comme data? Comment faut-il l'équiper? Équipement, vibration, température, débit, j'en passe et des meilleurs. Enfin, quels sont tous les paramètres que je dois avoir pour essayer d'envisager une maintenance préventive, pourquoi pas éventuellement prédictive? Donc, premier point, c'est dimensionner l'infrastructure pour échanger les données. Parce qu'une fois que j'ai installé tous mes capteurs, il va falloir que j'ai tout le réseau qui absorbe toutes ces données et les enregistrer dans un coin. C'est ce que j'appelle assurer la commerciality outil. Instrumenter les équipements, évidemment. Il va falloir sécuriser les réseaux, sélectionner les partenaires qui vont travailler dessus, etc. Donc ça, c'est la mise en œuvre pragmatique sur le terrain. Comment on installe tout ça? Là, ce qui est indiqué, c'est que c'est un projet d'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai. Il va falloir forcément un pilote, il va falloir que des gens de chaque entité de l'entreprise puissent participer de manière active à ça, parce que la maintenance digitalisée ou la maintenance prédictive ne concerne pas seulement la maintenance, ça concerne l'ensemble de l'entreprise. Et donc pour rendre prédictif, comment ça se passe? Une fois qu'on a installé nos matériels, nos capteurs, on a ouvert tous les réseaux nécessaires à ça, il va bien falloir que d'abord, quand on va prendre tous ces datas, est-ce qu'ils sont cohérents entre eux? Est-ce qu'effectivement ça correspond à une réalité ou pas? Est-ce qu'il y a des points spécifiques, des points catastrophiques pour mon dire mathématique? Et identifier les modèles, c'est-à-dire que j'ai mes données, je vous ai dit tout à l'heure qu'un agent il est formé sur un modèle, donc il va falloir que tous les agents regardent un par un
toutes les datas pour voir est-ce que ça correspond à mon modèle ou pas. Ça peut se faire localement, ça peut se faire par un cloud, peu importe, c'est un système informatique. Les geeks savent s'en servir, c'est pas un souci. Ensuite, une fois qu'on a ça, il va falloir, on a toujours des cas de figure très particuliers, à former l'agent sur ce modèle-là. J'ai un débit qui chute, j'ai, je sais pas, une température de palier qui monte, ok, ça veut dire que j'ai un risque. Le modèle doit se rendre compte quelles sont les limites de température d'un palier, par exemple. Il doit connaître ça. Et ensuite déployer les agents anomalie ou panne pour anticiper une panne, anticiper l'activité. Et encore, là je le répète, c'est un agent formé sur température palier, par exemple. Donc il va surveiller température palier, il a son modèle, ça évolue entre telle température et telle valeur pendant une période de démarrage, pendant une période de fonctionnement normal, etc. Il va surveiller ça. Après, c'est à lui de savoir si c'est, et il est formé là-dessus, si c'est une panne ou une anomalie, une dérive ou une anomalie. Donc on commence à voir qu'il y a quand même beaucoup de data, parce que avec un système pareil, vous imaginez, et qui est un système simple, hein, on imagine tout ce qu'il peut y avoir comme données. On peut voir aussi dès maintenant que la standardisation va simplifier aussi les choses, parce qu'on ne sera pas obligé de multiplier le nombre d'agents, parce que les agents en fait qu'on aura créés seront liés par exemple à un modèle qui est le modèle d'une typologie de pompe. Si on a standardisé les pompes d'une certaine sorte ou d'une certaine marque, on va dire, l'agent aura été développé pour gérer de manière cohérente l'ensemble des pompes de la même façon. Et donc on gagne du temps. Donc cette notion de standardisation, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, et particulièrement lorsqu'on achète des équipements, que ce soit des équipements d'automatisme ou des équipements de production. Alors, je vais lourdement insister sur ce que tu viens de dire, parce que la standardisation est intéressante aussi quand on regarde les coûts d'exploitation des OPEX. Qu'est-ce qu'on va installer comme capteur? Est-ce que je prends différents types de capteurs, différentes marques, enfin peu importe, mais standardiser déjà à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un magasin de pièces de rechange, parce que c'est des machins qui tombent en panne. Donc un jour, il va bien falloir les changer. Qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que je dois avoir en stock, etc. Donc c'est pour ça qu'on parlait de projet d'entreprise. Déjà, uniquement par ce biais-là, l'ingénierie est impactée, le magasin est impacté. Alors comment ça marche maintenant? Sur cette machine dont on a équipé de capteurs et sur laquelle on a mis des agents. Alors, quand on a une approche qui est sans aucun apprentissage, habituellement, on lit les capteurs périodiquement, c'est analysé par des algorithmes. Votre attention, s'il vous plaît, nous vous informons qu'une démonstration va débuter, animée par la société 3D Découverte, sur le thème de l'impression 3D, démonstration, description du fonctionnement, essai. Une démonstration dans le hall A au stand H18, animée par 3D Découverte. Merci. Donc une analyse simple, algorithmique, inconnue. On envoie une alarme et puis on envoie un opérateur, il se passe quelque chose. C'est le circuit classique habituel que tout le monde connaît. Comment faire pour faire après un apprentissage un peu plus élaboré? La lecture des capteurs va être transformée en data, ça on va en parler, tous ces datas sont acheminés, et on va essayer de reconnaître un modèle. Donc, une fois que le modèle est reconnu, est-ce que ce modèle, est-ce que j'ai déjà travaillé là-dessus, sur cette augmentation de température de palier, par exemple? Je constate qu'il n'y a pas de dérive, oui, dans mes datas c'est bon, je fais rien, je bouge pas. Ça c'est le cas idéal, qu'est-ce que ça tourne, c'est le process normal. Maintenant, quand on a une panne, les capteurs lisent pareil, transforment en data, vont toujours se rapprocher d'un modèle qu'ils connaissent. Ils vont voir, ils se rendent compte à ce moment-là, par l'analyse des datas, que la température, elle est hors contrôle, elle est hors des paramètres, hors des valeurs fixées au départ, dans le modèle, d'habitude. Donc, elle envoie une alerte et elle envoie l'opérateur par derrière. Alors, l'opérateur qui peut être sous forme de SOP, c'est-à-dire de procédures déjà imprimées, on verra après, mais c'est... J'ai la tête un peu de travers ce matin.
qui vont envoyer des prescriptions à l'opérateur pour lui dire ce qu'il faut faire. On est donc dans un modèle uniquement d'auto-amélioration. Il s'améliore tout seul. Il va développer son nouveau modèle, son nouveau pattern. Sur l'auto-amélioration, on va changer encore de cercle, hein, c'est toujours pareil. Sur une anomalie, ce coup-ci, pas sur une panne. Il va demander une inspection spécifique, reconnaître un état nouveau de la machine, de ma dérive. Et surtout, là c'est important, il va former l'agent qui est en surveillance de ça. C'est-à-dire qu'entre l'agent qui va surveiller l'anomalie, il va former l'agent, informer, former, peu importe, l'agent qui surveille la panne en disant attention, j'ai une potentialité de panne à tel endroit. Donc l'agent qui va s'occuper de la panne va intégrer cette anomalie qui peut potentiellement devenir une panne. Par le suivi classique des MTBF, MTTR, etc., on arrive tout doucement à prédire okay, cette panne-là que je viens de découvrir, la prochaine fois que je vais la rencontrer, je sais que peut-être dans une semaine, dans 2 jours, dans 3 mois, je vais avoir un problème. Et là, on commence à voir l'histoire de prédiction, de maintenance prédictive, où on peut commencer à aligner des programmes de prédictifs, donc des programmes de production aussi par derrière, à partir de ces systèmes d'agents. Ce sont des choses qui s'enrichissent au fur et à mesure, comme vous le comprenez. C'est-à-dire que, évidemment, on ne peut pas analyser ou créer des agents avec tous les cas de figure, ou en tout cas les modèles avec tous les cas de figure d'une situation de production. Si vous êtes par exemple sur une production batch, vous avez des centaines de recettes avec des milliers d'ingrédients et je sais pas, 10 chemins possibles, avec des équipements différents, non standards, etc. Forcément, vous aurez des situations où l'agent ne reconnaîtra pas le modèle en fait. Enfin, je veux dire, on sera dans une situation où l'agent n'aura pas été créé et donc il n'y aura pas de modèle type. Donc on sera hors modèle standard ou modèle reconnu, on va dire, et donc là on enrichira le système avec les nouveaux agents de façon à pouvoir prédire dans le futur sur ce type de panne. Pour le moment, on est en cours de formation des agents. Le jour où les agents seront complètement autonomes au sens où ils vont apprendre directement d'eux-mêmes, là on pourra réellement parler d'intelligence artificielle. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Dans un pattern inconnu, il va falloir l'aider, l'assister. C'est l'état actuel de la technologie. Et là, bon, ce dernier point, c'est automatique et l'auto-amélioration. J'ai symbolisé les cercles un petit, plus grand, etc. pour voir un peu quelle est la démarche suivie par un agent, que ce soit un agent de panne ou d'anomalie, peu importe. Mais il suit exactement la même démarche. Toujours en cherchant à réalimenter la base de données par rapport à ce qu'il a appris. Voilà grosso modo comment ça marche. Le but du jeu, c'est de simplifier un truc qui est hyper complexe. Donc j'ai pas voulu faire de schéma trop compliqué. Juste pour simplifier aussi, vous pouvez vous poser la question, mais les agents ils sont mis dans quoi? Dans quelle technologie? C'est dans une boîte noire, dans un... En fait, ce sont des équipements informatiques qui sont connectés directement sur le réseau. Le réseau usine, production ou le réseau informatique, comme tout est interconnecté, et ils vont vivre leur vie de manière autonome. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Enfin, je veux dire, si vous investissez un nouvel équipement, vous n'avez pas besoin de rajouter une boîte supplémentaire. Ça fait partie de ce que vous avez prévu dans votre infrastructure. Après, la capacité de traitement dépend évidemment de la puissance de la machine. On peut être amené à augmenter la machine au fur et à mesure, en fonction du nombre d'équipements. C'est pour ça qu'il est important de dimensionner les réseaux, parce qu'il va falloir véhiculer un certain nombre de données. Dans un projet d'entreprise comme celui-là, il faut savoir d'où on part, quelles sont les étapes, quelle priorisation, on en a parlé tout à l'heure, et aussi où on veut atterrir. Peut-être que l'entreprise a un projet, par exemple, d'extension avec une nouvelle ligne de production. Mais il faut prévoir l'infrastructure dès le départ, ou les équipements qui vont intégrer les agents dès le départ dans l'infrastructure et dans le dimensionnement, de façon à être sûr qu'à l'arrivée, quand on aura mis la deuxième ligne de production, il sera capable de traiter l'ensemble des équipements. Donc on a des showrooms, par exemple chez Rockwell, on a des showrooms où on a reconstitué une infrastructure d'usine avec un certain nombre d'assets ou d'équipements de production, et on a cette fameuse baie informatique, on va dire, qui elle intègre les agents. Donc on est tout à fait capable de faire des démonstrations pour vous montrer comment ça fonctionne, quels sont les modèles, comment on modifie un modèle, etc. Donc, simplement pour vous expliquer que c'est pas compliqué. C'est juste compliqué d'un point de vue technologique, mais
Après, c'est comme un tournevis, on l'utilise, quoi. C'est quelque chose qu'on utilise. C'est pas quelque chose où il faut avoir un doctorat en informatique. Très important. Donc voilà, après, donc en conclusion, ce sont des points qui sont très importants. Donc on l'a répété suffisamment, l'histoire de digitalisation, c'est avant tout un projet entreprise, le top-down. Ce qui est très important aussi, c'est pas de définir ce que l'on veut piloter, mais comment on souhaite le piloter. Et là, je fais appel à toute notion de stratégie de maintenance, etc. C'est comment je veux piloter mon installation. Alors, là, déjà, il y a déjà un changement de culture. C'est pas forcément évident pour un producteur de rentrer dans ce genre de débat. Ce n'est pas un projet plug and play, c'est pas un capteur que l'on change et on remet la place à l'autre. Ça peut se faire, c'est long, ça a un coût, on passe de la face, mais c'est pas insurmontable, c'est faisable. On a des exemples concrets. Ensuite, le rythme, évidemment, comme disait Olivier tout à l'heure, c'est pas quelque chose de... Sur un snap, on change un machin comme ça, c'est pas possible. Il faut tenir compte de l'infrastructure des réseaux. Donc ça veut dire, est-ce que mon réseau est correct ou pas? Comment je redimensionne mon réseau, le cas échéant? Comment je le protège? Mais avant tout, quels sont les réels besoins? Parce qu'il faut aussi savoir, est-ce que si on fait ça pour le plaisir, pour se faire plaisir, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un besoin derrière? Est-ce que j'ai besoin de digitaliser l'ensemble ou une partie de l'installation de production? Ça dépend des ressources, évidemment financières, c'est évident, et du personnel. Je rebondis sur les problèmes de compétences, sur ceux qui seront aptes à piloter ça dans une usine, avec tout le training qu'il faut par derrière. Donc ça, ce sont des points clés, enfin, on estime que ce sont des points clés auxquels il faut faire attention avant de se lancer dans ce genre de démarche. Si je regarde les demandes des clients qui veulent aller vers la transformation digitale pour la maintenance, mais aussi pour la production de manière générale, la première chose, enfin, aujourd'hui on est débordé de demandes concernant les audits réseau et les propositions de design de l'infrastructure pour être compatible cybersécurité et également pour être en capacité de gérer l'ensemble des datas qui vont être véhiculées sur les réseaux. Donc ça fait partie de nos tâches de tous les jours. C'est pas très compliqué ça par contre. C'est 2 jours d'audit sur un site de production, on regarde toutes les machines, on regarde tous les réseaux et après c'est un rapport on va mettre 2 jours à faire un rapport et puis après on va faire une proposition de design et on a déjà des solutions. Donc c'est quelque chose qui est faisable. J'essaie de revenir sur cet aspect-là. Ça peut paraître insurmontable, comme disait Bruno, ce n'est pas insurmontable. C'est juste qu'il faut respecter bien les étapes. Je vois des gens qui veulent aller vers le numérique ou vers la digitalisation, mais qui, j'allais dire, avant de se parfumer, il faut se doucher, donc faut se laver. C'est exactement ça, le principe, par exemple, de l'analyse des réseaux. Ça, c'est la première pierre. Parce que si votre infrastructure, c'est comme si vous voulez monter à 200 à l'heure avec une 2 chevaux, vous aurez quand même un peu de mal. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir apporter la puissance à votre entreprise et de véhiculer les données. Après, les agents sont des équipements sont des choses informatiques qui vont être de plus en plus intelligentes, entre guillemets, et qui vont faire du machine learning, donc ça va mettre en place. Donc on n'a pas besoin dans ces cas-là d'être un expert en informatique. Je reviens là-dessus. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Olivier et Bruno. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet et démystifier également un peu ce concept d'intelligence artificielle. Avant de lancer les questions, moi j'avais 1 ou 2 questions. Évidemment, on parlait du fait que ce ne soit pas insurmontable. Est-ce qu'il y a malgré tout une taille d'entreprise ou une configuration minimum à avoir pour entamer ce genre d'approche? Alors, c'est difficile à dire parce que ça dépend de la complexité de la production et de la complexité l'importance des assets dans la qualité, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais si vous avez
comme objectif de production d'avoir un taux de production supérieur à 85% de la capacité de production de votre installation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas supporter un arrêt intempestif qui, comme on l'a vu, prend beaucoup de temps pour résoudre une panne. Donc ça veut dire que ça, normalement, ça c'est déjà un warning qui vous dit « Ah, là, ça vaut le coup d'y réfléchir sérieusement ». Après, il faut que vous ayez au moins, sur l'ensemble de votre parc, je dirais 20% de vos assets, vos équipements de production qui sont critiques. Où vous dites, bah là, si ça s'arrête, j'ai un gros problème de production. Donc c'est quelques critères comme ça. C'est quelques critères comme ça qui doivent vous sensibiliser. À la limite, challenger les entreprises comme nous sur est-ce que ça, pour vous, c'est pertinent ou pas. Nous, on va pas vous pousser vers la digitalisation si on n'y voit pas vraiment un intérêt, parce qu'à la fin, vous allez mettre tout en place un projet complet qui aboutira sur ça accouchera d'une souris, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, vous aurez dépensé de l'argent, du temps, et finalement vous serez frustré des résultats. Donc nous, on a un certain nombre de critères comme ça, et on est capable évidemment de venir en discuter avec vous pour voir la pertinence du projet. Et un point important, on en discute avec vous des points de vue maintenant, je ne sais pas si tout le monde est de la maintenance ici, mais on discute également souvent avec le patron de l'entreprise, avec vous, parce que pour rejoindre un peu cette vision globale de la production. La maintenance connectée. Je veux simplement rajouter un petit point. D'autres facteurs qui sont importants à prendre en compte sont aussi le vieillissement des assets. Est-ce que je peux me permettre d'installer des systèmes, des capteurs tout simplement, et prendre en compte aussi l'aspect du personnel qui est amené à travailler avec. Est-ce que les gens sont prêts à changer de culture, ce qui n'est pas forcément évident. Quand je dis les gens, c'est pas uniquement la maintenance, c'est l'ensemble du top-down, de tout l'ensemble hiérarchique. Je répète encore, c'est un projet d'entreprise. Je pourrais vous citer l'exemple de moi de 2 grosses multinationales avec qui on travaille, avec qui on essaie de structurer une démarche qui soit vraiment cohérente depuis le staff jusqu'à la maintenance, jusqu'aux opérateurs de maintenance. C'est pas évident parce que les gens veulent aller très vite et il y a un énorme décalage entre ce que va rêver un CEO là-haut dans sa tête et ce qui est réalisable sur le temps. On peut sans compter l'aspect financier. Justement, est-ce que vous avez un exemple de mise en application de cette approche? Alors, on ne va pas forcément citer nos clients parce qu'il y a aussi des aspects confidentialité. Mais par contre, on peut très bien citer notre entreprise, Rockwell Automation. On a mis ça en place dans une de nos usines, par exemple en Pologne, l'usine Katowice, qui produit des équipements pour les variateurs moyenne tension et des variateurs et également des MCC. Dès le départ, cette usine a été créée dans l'idée de la transformation digitale et dans l'idée de la maintenance connectée. Et grâce à ça, en fait, on rejoint quasiment, actuellement, enfin ça fait partie de nos objectifs, mais les critères des best class, dont on parlait tout à l'heure, et on se rend compte, ça nous permet, c'est un peu comme le machine learning, nous on apprend aussi finalement quels sont les critères qui sont les plus importants à mettre en place. Et on vous invite éventuellement à venir avec nous visiter cette usine pour voir jusqu'où on a été dans le processus. C'est-à-dire que si vous mettez en place ce genre de processus, ça vaut le coup d'aller voir comment ça a été mis en place, quels ont été les freins, quels ont été le blocage, quelles sont les erreurs à ne pas faire, parce qu'on n'a pas la science infuse, hein, c'est la digitalisation, transformation digitale, on est dans le même train que vous, c'est-à-dire que la seule chose c'est de bien bien mettre les wagons dans le bon ordre et d'impliquer les bonnes personnes avec les bons processus. Mais on a un retour d'expérience maintenant, ça doit faire 4 ans qu'on a ce retour d'expérience et c'est assez intéressant parce qu'on se rapproche des objectifs best class. Très bien. Y a-t-il des questions? Tout est clair, apparemment. En tout cas, vous pouvez évidemment interroger Bruno et Olivier à l'issue de cette conférence. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux et merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.